Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1102 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 septembre 2025. Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Patrick Lévesque pour cette grande discussion autour des drones. Alors on va commencer par parler prise en main et usage, car c'est peut-être le premier frein pour les nouveaux utilisateurs, la peur de ne pas réussir à piloter ce genre de machines qui sont fragiles et avec lesquelles, et je suis bien placé pour le savoir, le moindre crash est souvent définitif. Patrick, est-ce qu'aujourd'hui, le pilotage d'un drone, c'est quelque chose de facile ? Alors, je vais répondre oui. Quand on se penche du côté des drones de DJI, aujourd'hui, piloter un drone, moi, à la base, je ne pilotais absolument pas. Je me revendique du reste même pas vraiment pilote d'aéronef parce que piloter un hélico, j'en serais encore toujours incapable. Il n'y a aucune assistance. Un drone de chez DJI aujourd'hui, du plus petit modèle jusqu'au plus gros qui est sorti il n'y a pas longtemps de Mavic 4 Pro, je dirais que n'importe quelle personne, en une demi-heure, il vole. Alors, quand je dis il vole, évidemment, il ne va pas voler comme un pilote expérimenté, mais ça se prend très, très facilement en main. Une fois qu'on a compris qu'on pousse en avant, on recule, on va à droite, à gauche, c'est ultra simplifié. C'est-à-dire que DJI a réellement fait en sorte que piloter un drone aujourd'hui soit à la portée de n'importe qui. Ah, tu dis aujourd'hui, ça fait quand même un petit moment, ça fait plusieurs générations maintenant. Alors, quand je dis aujourd'hui, effectivement, tu as raison. Depuis que DJI s'est vraiment mis sur le marché du drone. Autant les premiers fantômes, tu citais tout à l'heure, avoir Oui, basculé mais vers les premiers fantômes, ça restait quand même des gros engins, Alors, pas forcément c'était évidents. un peu plus rustique en termes de look, puis Ouais. même technologiquement parlant, parce que c'est des drones maintenant qui sont assez anciens. Mais déjà, l'assistance à bord, moi je me rappelle, mon frère donc, qui pilotait des hélicos, il me dit en me regardant, mais bon, maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Et j'étais un petit peu interloqué parce que piloter un hélico, c'était au-delà de... Puis c'était pas du tout mon trip. Mais après, effectivement, quand on se pose en tant que photographe ou vidéaste, un drone aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec le pilotage d'un hélicoptère. Même encore aujourd'hui, un hélico, il faut vraiment avoir une super maîtrise. Le drone, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maîtrise, mais aujourd'hui, ce qu'a conçu DJI en termes d'assistance de vol permet à n'importe qui, je dirais, de voler. L'exemple que je donne souvent, mon neveu, en 25 minutes, je lui ai fait piloter un drone. Il n'avait jamais volé de sa vie. Alors, il ne volait pas comme un pro, mais il volait comme il faut, proprement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des technologies embarquées qu'on retrouve dans les modèles DJI qui appuient du coup cette facilité? Donc je pense naturellement à la stabilisation, au repérage GPS, aux technologies d'évitement d'obstacles. Je crois même qu'il y a un bouton un peu genre panique, retour à la maison. Alors, c'est pas un bouton panique, c'est un bouton... Un truc super important, ouais. Non, mais il est surtout important, c'est qu'en même temps, si DJI l'a implémenté, c'est parce que c'est une obligation par rapport à la législation française. C'est ce qu'on appelle le RTH, le Return to Home. Donc, c'est le retour à la maison du drone. C'est-à-dire qu'en cas, alors on va dire pêle-mêle, de défaillance de batterie, c'est-à-dire que, ou de défaillance de batterie, au bout de la batterie, perte de liaison, le drone revient tout seul à son point de départ, avec des paramètres qu'on lui aura fixés, sa hauteur pour se diriger, etc. Mais d'où l'importance de fixer le bon point de départ aussi, Alors, et de pas faire n'importe quoi. C'est le drone qui fixe, c'est pas l'opérateur qui fixe. Au décollage, quand on fait décoller un drone, là, je peux parler du Mini 5 Pro puisque je suis en train de finir et finaliser les tests. Le drone, au décollage, hop, il monte, on va dire, à 1,50 m, 2 mètres, et il fixe son point de départ. L'intérêt aujourd'hui aussi d'un drone de chez DJI, tu citais tout à l'heure qu'on pouvait, il y a des systèmes de suivi automatique, les ActiveTrack, etc., etc. On peut, au fur et à mesure, actualiser le RTH. Exemple, je pars d'un point A en voiture et je lui demande de me suivre en voiture. S'il y avait une galère, il revient à son point de départ. Là, je peux lui dire, je te fixe ton nouveau point de départ là où on est, etc., etc. Ouais, j'ai compris. Voilà. Donc, ce sont des automatismes qui assurent, je dirais, cette partie sécuritaire. Alors, il ne faut pas non plus se dire que c'est une sécurité absolue. Il faut toujours garder la maîtrise du vol. Ça, c'est un aspect, qu'on soit amateur ou professionnel. Un drone, c'est quand même un engin qu'on envoie en l'air.
qui peut tomber à tout moment, hein, on ne sait pas pourquoi, et qui peut faire très très mal, quelle que soit la taille, un petit, moyen, gros, un drone, ça peut faire très très mal. Donc le RTH, c'est une sécurité, mais on évitera autant que faire se peut de s'en servir, sauf qu'à l'urgence. Et ces technologies d'évitement d'obstacles basées sur en partie des capteurs LIDAR, c'est-à-dire que si jamais on fait une mauvaise manipulation au moment du pilotage, qu'on s'approche, je sais pas moi, d'un bâtiment, Mm. d'un arbre ou de quoi que ce soit, le drone va corriger automatiquement la trajectoire pour éviter de se cracher tout simplement? Oui, alors il y aura des limites, bien entendu, mais effectivement, les capteurs qui sont embarqués dans la plupart des drones de DJI, les plus récents ont des lidars, tous n'ont pas forcément des lidars, hein. Mais ça permet effectivement. Alors, il y a 3 modes de pilotage sur un drone chez DJI. Mhm. Il y a le mode normal, qu'on appelle le mode N. Il y a le mode ciné, qui est un mode plus lent, et il y a le mode sport. Les 2 premiers que j'ai cités, on a effectivement de la détection d'obstacles. Par contre, en mode sport, où là, on speed, là, il n'y a pas de Ce détection qui est nouveau d'ailleurs, d'obstacles. je crois, sur la gamme Mini Pro, la détection d'obstacles. Il y Oh en non, avait non, pas ça avant, fait déjà depuis le Mini 3, il y avait déjà de la détection d'obstacles. Mais en fait, plus on avance dans le temps, plus les technologies, elles évoluent, sont elles deviennent de efficaces, plus en plus puissantes, de plus en plus performantes. Mais, et je vais vous donner des exemples, moi, qui me sont arrivés, et il n'y a pas si longtemps que ça avec le Mavic 4 Pro, on oublie des fois qu'on est en mode sport. D'accord? Et là, on est à Donf, on envoie, puis il se dit, bon, de toute façon, c'est pas grave, au bout, il y a des arbres, il va freiner. Ben, il n'a pas freiné. Donc là, évidemment, tu parlais de casse tout à l'heure, bah là, j'ai cassé un bras et puis j'ai carrément cassé la nacelle. Donc là, évidemment, ça repart en SAV, ce qui m'a permis de tester le SAV de... Non, non, mais sérieux, on en parle très peu de ça, mais en fait, le SAV de DJI Il y a un est DJI Care, un peu comme Voilà, l'Apple Care. c'est ce qu'ils appellent DJI Care Refresh. Ouais. Et en fait, il y a un diagnostic. On fait les photos de la casse, on envoie à DJI, il te renvoie un bordereau Colissimo. Ça part à Bordeaux, ça va pas très très loin, entre guillemets. Et eux font le diagno. Et en fonction du coût, alors là, la nacelle et un bras, ça coûtait, je crois, 80 €. Ce qui n'est pas si cher Ouais, que ça reste ça. abordable. Et entre le moment où le drone est parti, il est revenu, il s'est écoulé 5 jours ouvrables. Bon. Mais là, tu as retrouvé le drone. Et ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Oui, Mais parce c'est- que... non, mais ce qu'il faut aussi comprendre en matière de sécurité, la loi, qu'on soit pro ou pas, hein, la loi impose de voler à vue. C'est-à-dire que Ouais. Mais ça, c'est important de le je rappeler. dois par contre, toujours voir mon drone à l'œil. C'est pour ça aussi qu'en professionnel, c'est bien aussi, on a quelqu'un qui gère un petit peu le périmètre de sécurité, au cas où, si quelqu'un rentrait un petit peu dans le... Et donc, on doit toujours avoir le drone à vue. Donc, si mon drone tombe, je vois où il tombe. Ensuite, il y a quand même des choses qui sont embarquées à bord qui permettent de savoir où le drone est tombé, hein, c'est les GPS. Et en même temps, on peut envoyer un petit signal sonore, alors qui est un peu faiblard. Ça m'est arrivé aussi un jour de paumer mon drone dans un champ de maïs. Bon, j'avais vu à peu près où il était tombé. Et c'est là que j'ai vu que le son, il pourrait le mettre un peu plus fort, on va dire. Mais voilà, c'est bardé de sécurité. Mais il faut avoir toujours à l'esprit qu'on doit voler en sécurité et faire gaffe à tout. Et comment ça se passe, ce genre de machine, en fonction des conditions climatiques? Parce que bon, on n'est pas tous des experts de l'air. Alors bon, évidemment, quand il y a une tempête, on la voit, mais même par beau temps, selon, j'imagine, l'altitude, il peut y avoir des coups de vent, on peut avoir des averses qui tombent. Euh, Comment ça se passe du coup en vol? Est-ce que ces machines-là sont parées pour pouvoir euh, compenser ou tout du moins voler dans des conditions climatiques pas idéales? Alors, ouais, ce qui est assez étonnant, justement, moi qui les teste tous, en fait, hein, petit, moyen, gros. Alors évidemment, je préconise de voler par beau temps. De toute façon, il y a Oui. aussi des normes de sécurité qui font que quand il y a du brouillard, un plafond trop bas, on ne va pas dans les nuages parce qu'on ne le voit plus. Donc, on doit toujours l'avoir à l'œil. Ça, c'est une chose. Et puis, tu as une hauteur maximale de vol. Alors, faut le en rappeler aussi. France, la législation nous impose de voler maximum à 120 mètres. Ouais. Mais ça dépend où. Là, il y a plein de logiciels de carto qui existent pour savoir où on a le droit de voler, pas le droit de voler, les altitudes, etc. Il y a le site de l'IGN, il y en a plein d'autres, on ne va pas les citer, mais ça, les dronistes les connaissent bien. Mais on est plafonné à une certaine altitude et en théorie qu'on ne peut pas déverrouiller. Je dis bien en théorie. Et ensuite, le drone est quand même intelligemment conçu. Moi, j'ai volé dans des conditions où il fait généralement quand même très beau, mais où on a du vent. C'est-à-dire que là, on monte à 120 mètres de hauteur. Hein, je dis bien 120 mètres de hauteur, c'est pas 120 mètres d'altitude. C'est une grosse différence entre les deux. C'est-à-dire c'est 120 mètres Par rapport au sol.
par rapport au sol. Et il y avait du ZEF. On a des détecteurs sur la radiocommande. On a tout de suite une alerte, attention, vent, machin. On a des alertes. Alors après, c'est à nous d'en tenir compte ou pas. Selon le modèle de drone avec lequel on vole, les drones encaissent plus ou moins bien les conditions de vent. Mais ce qui est étonnant, c'est que même un petit drone léger par définition, j'étais quand même assez étonné de voir la capacité de traitement de l'image et de la stabilisation et le traitement logiciel qui est fait derrière. Hein. Moi, je fais toujours des captures vidéo de ma radiocommande. Donc là, on a vraiment le vol. C'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens, on n'a pas l'image corrigée. Quand je vois l'image de la radiocommande et que je vois ce que le drone me sort en produit final, quoi, je suis étonné. Ça encaisse vraiment bien. Alors après, évidemment, s'il y a 150 km/h de vent, je ne vole même pas. Je même pas en rêve, quoi. Comment est-ce qu'on gère moi, c'est une notion qui m'a toujours fait un petit peu peur et c'est comme ça que j'ai craché les bon, c'était il y a quelques années, hein, quand même, mais bon, j'en ai quand même pulvérisé 2 en l'espace d'1 heure et demie. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Comment on gère l'inertie? Parce que c'est vrai que c'est assez grisant finalement, ces petits appareils. On sait que ça peut aller vite, que ça peut aller loin, que ça peut aller haut. Et on a un peu tendance à vouloir se la jouer Top Gun très très rapidement. Comment on arrive justement à essayer d'anticiper les choses et à pas se laisser emporter par la vitesse de la machine pour pouvoir naviguer et piloter de manière sécurisée aussi bien pour l'appareil que ce qu'il peut y avoir autour? Je dirais qu'il y a plusieurs manières d'appréhender un petit peu les choses. Déjà, est-ce qu'on fait que voler? C'est-à-dire qu'on vole, on se balade, on fait des évolutions avec le drone, on s'amuse, on va dire, avec Ouais. le drone. Ou alors, on fait de l'image, c'est-à-dire on fait de la photo ou on fait de la vidéo. Et c'est deux approches différentes. La photo, je vais à un point, je fais ma photo, je bouge ma nacelle, etc. J'ai pas trop de contraintes, on va dire, à part le vent et où je suis. Quand on fait de la vidéo, c'est là où on va comprendre réellement la mécanique et le mode de fonctionnement du drone. Selon l'altitude à laquelle on va être et la focale à laquelle on va être, la vitesse du déplacement du drone ne rend pas du tout la même chose à l'image. Ok. D'accord ? Plus on est bas, plus on a cette sensation de vitesse, plus on est haut, moins on l'a. Donc on adapte un petit peu effectivement l'évolution rapide du drone ou pas en fonction de l'altitude. Et pour les drones qui ont plusieurs focales, on adapte aussi un petit peu tout ça par rapport à ça. On s'en rend vite compte à l'œil, en fait, puisqu'aujourd'hui, tu parlais des radiocommandes tout à l'heure avec le Mini 5 Pro, la RC2, par exemple, qui a un moniteur incorporé, on voit exactement ce qu'on va avoir au final. Donc, déjà, on peut adapter soi-même sa vitesse de vol. Ça, c'est important. Ensuite, tout va dépendre même pour un amateur qui a envie de faire un petit film sympa, etc., faut un petit peu, avant d'aller tourner, scénariser un petit peu ce que tu as envie de faire, les plans que tu as envie de faire et comment tu vas te déplacer. Et en fait, on apprend assez vite aussi à maîtriser ses vitesses de déplacement. Je pense qu'il faut s'entraîner avant de se dire c'est bon, je vole, j'ai compris, on va en avant, on va en arrière, on tourne à droite, à gauche, on se déplace latéralement à droite, à gauche. Il faut comprendre un petit peu comment tout fonctionne, bien apprivoiser le drone. Aujourd'hui, je profite en même temps qu'on parle de ça, parce que avec l'arrivée du R3S, du Mavic 4 Pro et avec le Mini 5 Pro, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur ces radios, la RC2, la RC2N et la nouvelle radio qui est livrée avec le Mavic 4 Pro. Il y a un simulateur qui est incorporé Avec le dedans. 5 Pro, non? Pardon ? Tu as dit avec le Mavic 4 Pro. Ah oui, non, Il y a tu le parles Mavic tu 4 Pro, parles le du Mini Mavic 5 4 Pro et le Ouais, R3S, ok. qui sont les Ouais. trois derniers modèles. Ouais. Il y a un mode Donc, démo, quoi, c'est ça? alors, il y a Au un sol. mode démo qui permet de voir effectivement comment ça fonctionne, mais surtout, c'est que le simulateur, tu voles avec le drone. C'est-à-dire que là, tu peux choisir un Mini 5 Pro, un Mavic 4 ou un R3S dans ta radiocommande et tu voles. C'est un simulateur. Oui, tu t'entraînes, quoi. Tu t'entraînes. Et ça, je ne peux que conseiller, mais vraiment de s'entraîner Ouais, en c'est même super, temps. ouais. Parce que là, tu peux tomber, tu peux casser, tu casses rien. Mais là, tu parles des radiocommandes. On peut aussi utiliser son smartphone et Oui. les applis. Oui. Alors, est-ce que tu vas conseiller ça ou du moins dans un premier temps? Parce que C'est une question de budget. Ouais. Puisque, évidemment, la ou de radiocommande... sécurité peut-être, parce que est-ce que c'est pas plus fiable quand même, rassurant d'avoir la radiocommande? Une question de signal ou Moi, depuis que je vole avec les drones de DJI et que je teste les TOS de DJI, j'ai testé et volé avec toute le radiocommande. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable d'avoir tout dans la main, de ne pas avoir à mettre le smartphone dessus, etc., etc. Mais ça fonctionne de la même manière. C'est aussi sécure. Ouais, mais tu vois, des questions toutes bêtes avec un smartphone, je sais pas, il se met à sonner, on reçoit un texto, un truc, un bidule. Eh Ouais, ben, tu peux être perturbé oui, mais si non, mais ta alors, batterie est à 15%. sauf que ça fait partie aussi des choses
de la sécurité d'un vol. Déjà, moi, quand je vole, mon téléphone, il est en mode avion. C'est-à-dire que moi, je Mmh. veux pas être perturbé par quoi que Mmh. ce soit. Donc, bah, j'ai mon téléphone à portée de main, il est là, mais je vais pas être perturbé par une sonnerie ou quoi que ce soit. S'il était sur la radiocommande de base, donc de DJI, bah pareil, hein, il est en mode avion, on va dire, hein. Et là, on n'est pas perturbé. Ça fait partie, la sécurité, c'est quelque chose de fondamental, qu'on soit amateur expert ou pro. Il y a tout un tas de prérogatives de ce genre que tout le monde doit avoir à l'esprit. Mmh. Oui, parce que tu disais tout à l'heure, tu le mets dans les mains de ton neveu et il vole tout de suite. Ça peut laisser penser, ah, tiens, c'est hyper simple, c'est machin. Il y a ces prérequis, Bah, on n'insistera non, mais jamais voilà, assez dessus. c'est hyper simple à prendre On en peut main, pas faire à n'importe appréhender, quoi, mais n'importe après, quoi. il faut s'entraîner. Moi, ça va faire maintenant, bon, je regarde même plus le nombre d'années que je vole en drone, hein, parce que je dis toujours, hein, je volerai toujours pas en hélico, je suis incapable. Mais j'ai beau voler depuis des années, j'ai ces habitudes professionnelles de me dire, je dois voler en sécurité pour moi, pour les gens éventuellement qui pourraient être là où je vole, là où je fais tous mes tests. C'est un endroit en général qui est tranquille, mais il y a quand même du passage. La règle, c'est quand je vois quelqu'un qui arrive, le drôle, je le repose, j'attends qu'il soit passé. Alors c'est rigolo parce qu'évidemment, les gens viennent te brancher, ah, gna, 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 gna. Mais au moins, tu es sûr que s'il y avait quoi que ce soit, personne ne se prend le drone sur la tête. Écoute, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai commencé à avoir les premières mauvaises expériences en vacances, machin, où des gens se mettaient à utiliser des drones de manière totalement inconsidérée, à passer au-dessus des familles, des machins, avec des modèles FPV qui. Enfin, bon, bref, enfin, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, Ah non, non, c'est pleinement dans le débat. Et le bruit que ouais. ça génère aussi. Ouais, Parce alors, que c'est une nuisance moi, sonore. ça me fait hein. peur. oui, alors Tout non, simplement, ça me fait peur. franchement, T'es en randonnée, t'es en montagne. et quand puis le drone est bas, on va dire qu'il fait un petit peu de bruit. Là, le Mini 5 Pro, je suis assez étonné, il est relativement silencieux. Quand je parle de sécurité, je ne sais pas si vous l'avez vu en photo, le Mini 5 Pro, mais c'est vraiment un tout petit modèle. C'est un petit modèle, même quand on vole à vue, on a très vite Ouais. fait de le perdre à l'œil, Ouais. selon l'environnement dans lequel on vole. Et selon l'altitude à laquelle tu es, bah, tu l'entends plus. Donc, tu l'entends plus, Tu le vois à peine. tu le vois à peine, ou des fois, tu le perds de vue. Et donc, tu as un petit tout de suite, tu le vois, tu sais où il est par rapport à la radiocommande. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Et surtout, c'est qu'il y a une obligation aussi en France qu'impose la DGAC, une obligation légale. Tout revendeur de matériel volant, type drone, hélico, n'importe quoi, hein, doivent absolument stipuler les règles de base de fonctionnement. Ça, on va en parler. On va en parler. Mais avant cela, on va parler un peu pilotage et prise de vue, puisque au-delà de ce pilotage, le volet prise de vue photo et vidéo doit être également géré par l'opérateur, hein, qui fait un peu office d'homme orchestre. En saison 10 du podcast, tu l'as évoqué Benjamin en ouverture de cette émission, on a fait la connaissance du photographe Édouard Salmon, qui s'est fait une spécialité de la photo de sport réalisée au drone. On l'a naturellement recontacté aujourd'hui pour lui demander de nous parler de l'expérience de prise de vue en elle-même au drone. On l'écoute. Alors aujourd'hui, avec les drones dont nous disposons sur le marché, c'est très facile de réussir à scinder la partie pilotage et vol et la partie purement composition, cadrage et prise de vue. Voilà, les drones proposent une expérience de vol qui est vraiment finalement assez simple à prendre en main. Dès qu'on lâche les joysticks, le drone s'arrête, ne bouge plus. Ils ont une résistance au vent qui est aujourd'hui aussi très, très accrue, ce qui fait que l'expérience de vol est vraiment très facile, très abordable et accessible un petit peu à tout le monde, je dirais. Donc, en fait, on vient vite maîtriser la partie vol lorsqu'on débute avec un drone et on peut comme ça beaucoup plus facilement se concentrer sur la partie cadrage. Après, voilà, il y a une petite dextérité qu'il faut avoir dans les mouvements, notamment quand on fait de la vidéo, puisqu'évidemment, là, le drone va être en mouvement. Donc, évidemment, il va falloir à la fois gérer le pilotage, puisque c'est ce qui va faire le mouvement finalement de sa caméra, et bah, évidemment la composition, le cadrage, etc. Donc là, ça demande un peu de dextérité et de pratique. Mais vraiment, par exemple, en partie photo, là, pour le coup, en général, on prend sa photo une fois que le drone est stable et au-dessus du sujet qu'on veut photographier, ou en tout cas en position. Et là, on peut largement, en fait, voilà, se dissocier complètement de la partie pilotage et se concentrer sur sa partie plutôt vraiment purement prise de vue, réglage, cadrage, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, avec le matériel dont on dispose, c'est vraiment très abordable et très facile.
Alors l'expérience utilisateur, c'est pareil, elle est vraiment, très intuitive, l'application, qui est développée par DJI notamment est vraiment très bien faite. Moi, je trouve que c'est même presque plus simple que sur un boîtier dans lequel on va avoir un tout petit écran et beaucoup de menus, beaucoup de boutons et cetera. Là, on a un écran en fait, tactile, alors soit de la radiocommande, soit via, son smartphone, si on a une radiocommande qui n'a pas d'écran intégré. Mais, l'application reste la même et donc du coup, on a quand même un écran qui est beaucoup donc plus grand que sur une caméra et on va retrouver en fait très facilement, tous les réglages dont on peut disposer, sur un appareil photo classique. On la mise au point, elle est quand même souvent un petit peu à relativiser en drone. En général, on reste en mise au point, automatique, mais c'est pareil, c'est très facile. Il suffit sinon d'appuyer en fait, avec son doigt sur l'écran, sur la zone où on veut que l'on veut net et le drone va faire la mise au point tout de suite là-dessus. Voilà et encore une fois à relativiser puisque, on a une profondeur de champ en drone qui est quand même bien plus grande. On est toujours très éloigné de son sujet en général, donc on va pas avoir un effet de bokeh ou un effet de flou. Donc la mise au point, voilà, c'est assez simple. On appuie sur l'endroit où on veut que ce soit net et c'est net. Et donc après, on va aussi avoir la notion de gestion de l'inclinaison de la caméra. Donc, ça, c'est un des avantages du drone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incliner la caméra plus ou moins, alors vers le haut, c'est en général un peu limité en fonction des drones, mais surtout vers le bas, donc avec un angle plus ou moins aigu et donc on va pouvoir, gérer sa compo et son cadrage comme ça et puis après on fait pivoter le drone, sur lui-même pour, savoir quel angle on veut capturer et puis, on déplace le drone tout simplement. C'est en fait finalement c'est plus le photographe qui se déplace, c'est comme si l'appareil se déplaçait à la place du photographe. Alors, globalement, ce que dit Édouard, c'est vraiment plutôt bien résumé. Je veux juste mettre un petit bémol sur la partie vidéo. Moi qui ai travaillé en binôme, en fait, hein, avec un opérateur qui manipulait l'hélico à l'époque, hein, et moi qui étais à la prise de vue, même encore aujourd'hui avec les automatismes que propose DJI justement, hein, il y a notamment sur les derniers modèles, ce qu'on appelle le cruise control qui permet en fait, on définit la vitesse de déplacement du drone et ben ensuite, on le laisse voler, on le dirige et on peut filmer exactement ce qu'on a envie en dirigeant. On enclenche Ça veut dire vitesse de l'enregistrement. croisière. Voilà, c'est une vitesse de croisière, comme un régulateur en fait, hein, et on va pouvoir voler vers où on veut, etc. Avant qu'il y ait ça, on essayait de faire ça avec les waypoints, pour ceux qui avaient la fonction waypoint. Donc, on prédestinait un parcours avec donc des waypoints et on laissait le drone voler tout seul et on faisait soi-même le cadrage. Aujourd'hui, cette fonction cruise control, donc qui est un régulateur, permet vraiment d'avoir des mouvements beaucoup plus souples que ce qu'on faisait avant. Pour moi, c'est une chose que j'avais demandé, du reste, et j'en parlais à Olivier Mondon qu'on a entendu tout à l'heure. Mon rêve, ça serait que DJI fasse comme on faisait avant, qu'on puisse jumeler deux radiocommandes et qu'il y ait un opérateur qui vole et un opérateur qui cadre. Parce que vraiment, il y a des mouvements qu'on fait à deux qu'on ne pourra jamais faire tout seul. Aussi doué qu'on soit, moi qui commence à avoir quand même pas mal d'expérience, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas aussi beau, aussi fluide. J'en veux comme exemple, moi je regarde régulièrement des trucs à la télé où il y a des plans drones. Putain, mais les mecs, c'est ultra basique, ils font pas grand-chose d'étonnant avec. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est des JRI qui sont tout seuls et ils font comme ils peuvent aussi tout seuls. C'est pas une critique, hein, c'est plutôt pas mal, mais on voit toujours un petit peu le même genre de plan. Quand on est à deux, franchement, je vois vraiment la différence de plan, quoi, en fait. Malheureusement, c'est un peu le sens des métiers aussi, dans lesquels on demande toujours plus, avec Oui, pas mais forcément le problème plus de pour moyens. moi, oui, mais c'est pas le problème de voir toujours plus, c'est que là, c'est au détriment quand même de la qualité de ce qu'on peut produire. C'est un petit peu dommage. Moi, je vois ce qu'on faisait à deux à l'époque avec notre hélico. C'était un Aericam, un gros machin. J'ai ressorti des plans il n'y a pas longtemps. C'était tourné avec un GH4, je crois, à l'époque. Et puis des plans faits avec les OS1. Quand je vois la fluidité des mouvements qu'on avait, puis en même temps, à l'époque, on a bossé avec quelques petites boîtes de prod où c'était des demandes d'un chef-op et d'un réal qui nous dit « Moi, je veux ça comme plan ». Il faut qu'on lui fasse le plan. Aujourd'hui, je peux vous dire que les chefs-op, en fait, se posent la question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ce que le gars peut faire. C'est la grosse différence, je dirais. Donc moi, voler à deux, je trouve que c'est intéressant. Et là, juste, on parle de prise de vue. Il y a peut-être des étapes sur lesquelles il faudrait revenir rapidement d'un point de vue pratique. C'est quand on installe l'appli, qu'on sort le drone de sa boîte, la batterie est chargée, on va faire son premier vol. Est-ce qu'il y a des phases de calibration de la nacelle, comme ça peut être le cas ouais, ou, tout à fait. Comme les gimbals chez DJI, par exemple C'est le même principe, en fait. On va à la fois calibrer la radio,
Donc ça se fait tout seul ou est-ce qu'il faut être un non, peu aguerri quand même il faut bouger la radiocommande. Il y a En une Suisse, espèce on nous dit, hein. d'un circuit en 8 Ouais. où on va bouger la radiocommande pour l'équilibrer. Par contre, la nacelle, c'est un réglage auto qu'on déclenche et qu'on peut refaire, on peut recalibrer. Hein. Et puis c'est même recommandé de le faire assez régulièrement. Et pareil, au niveau vraiment pratique matos, parce qu'on est quand même dedans, et avant de reparler de prise de vue, comment on gère les batteries du drone? Parce que notamment quand on voyage, c'est un truc qui peut être... on entend parfois des trucs sur le côté inflammable. Les batteries, hein, c'est comme pour les batteries d'un appareil photo, il faut les avoir avec soi. On ne peut pas les mettre en soute. Donc ça, c'est un truc à garder à l'esprit. Là, on parlait d'un Mini 5 Pro, mais même un Mavic 4 Pro, franchement, les batteries ne sont pas énormes. Donc ça peut être avec soi. Je dirais que ce n'est pas la problématique. La gestion de la batterie, après, c'est comme n'importe quelle batterie. Je dirais même, c'est la même chose pour un appareil photo. Hein. Faut toujours éviter de les pousser à bout. Le Mini 5 Pro, on l'évoquait tout à l'heure avant l'enregistrement de l'émission, il est donné pour une durée, les batteries sont données pour 35 minutes. Ce qui paraît énorme. Hein. C'est toujours très... quand on prend le Mavic Pour la Pro, gamme Mini. c'est plus de 40 minutes, hein, on est presque à 50 minutes. Sauf que c'est toujours des chiffres un petit peu optimistes quand c'est fait sur des conditions de labo. Quand on est en vol, quand on pousse un petit peu le drone, quand il y a du vent, le drone, il carbure. Quand on sollicite énormément le drone, automatiquement, l'autonomie promise et annoncée, elle n'est pas vraiment là. Là, les tests que j'ai fait avec le Mini 5 Pro, par exemple, qui est donné pour 35 minutes, moi, j'estime qu'en volant sans trop violenter le drone, allez, on va dire 23 minutes. Hors mode sport, du coup? Ou avec le mode sport? J'ai mis du mode sport, mais sans l'envoyer trop. J'ai fait 2 tests pour voir vraiment si sa vitesse max était bien là. Mais je ne l'ai pas trop ennuyé. Mais je pense qu'on va être dans la vingtaine de minutes. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'en même temps, j'ai eu le cas avec un R3S. J'ai prévenu Olivier. J'ai poussé vraiment le drone jusqu'au bout. J'ai annulé le RTH. Bon, je l'avais à vue, évidemment. J'ai annulé le RTH et j'ai voulu voir jusqu'où je pouvais pousser la batterie. Elle est morte. C'est une batterie qui avait 5 vols. Donc, il faut faire attention à ces batteries parce que ce n'est pas non plus donné. Donc, il faut optimiser ça. C'est quand même quelque chose de très, très important. Mais plus on avance ça dans rejoint le temps... le volet sécurité. Hein, exact, et ça rejoint le volet sécuritaire. De toute façon, si ça m'est arrivé en vol, il m'a déclenché un RTS et à un moment... il va se poser. Selon les paramètres que je lui ai dit, il reste en l'air à telle altitude. Mais il y a la sécurité, au moins chez DJI, c'est un truc qu'on ne pourra pas leur enlever. C'est vraiment au cœur de leur process. Donc, bon. Mais voilà, il faut maîtriser ces batteries. Ok. Et en termes de qualité d'image, photo et vidéo, est-ce que c'est convaincant, ces petites machines? Au début, évidemment, comme beaucoup, j'étais un petit peu... au tout début, je dirais bien, avant de commencer même à les tester, je me dis, ouais, mais ça ne fera jamais aussi bien que mon OS 1D ou une RAID embarquée ou du gros matos qu'on embarquait sur nos appareils. Et quand on a acheté le premier Phantom, déjà, quand j'ai vu ce que sortait le Phantom à l'époque, je me suis dit, merde, c'est bluffant, quoi. C'est pourtant pas des gros capteurs, hein. Mais quand on voit ce que ça fait aujourd'hui, là, le Mini 5 Pro, par exemple, alors ils annoncent 50 millions de pixels. Bon, c'est un quad buyer, en vérité, c'est un 12 millions. Hein, mais quand on voit ce que sort ce drone... Parce que c'est un peu comme sur les smartphones, c'est une logique de bloc capteur plus optique. Exactement. Et sur certains modèles, comme sur les smartphones, il y en a plusieurs. Exactement. Là, les Mini, il y a une seule focale. Tu l'as annoncé tout à l'heure, c'est 24 mm. C'est un grand angle. Mais il y a une possibilité de zoom numérique qui, là, alors, dans certaines limites, je dirais x2 max. J'étais, quand j'ai déroché mes premières photos, on va dire, j'étais bluffé. Et en vidéo... Oui, puis parce que par rapport au précédent Mini, c'est la première fois qu'il y a un capteur 1 pouce. Ah, c'est pas négligeable. Bon, tu parlais des Phantoms, c'était plus du 4 tiers, je crois. C'était du 4 tiers. Mais capteur 1 pouce, ça devient... là, pour les photographes, pour leur parler, c'est la série des Sony RX100. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les drones de DJI, jusqu'au Mavic 4 Pro, on va dire, c'est des drones, entre guillemets, grand public, pour experts, etc., mais qui est utilisé par les pros. Tellement la qualité est bonne. Moi qui ai testé longuement le Mavic 4 Pro, pareil, quand je l'ai rendu, je pleurais parce que là, c'est un outil fabuleux. En vidéo, pour se représenter un peu les choses, le Mavic 4 Pro, il est capable de réaliser des séquences en Apple ProRes 422 HQ, 5,1K 50p, 4K 120p, D-Log HLG, D-Log M, quoi. Donc là, on est c'est pas dégueu comme on est en D-Log aussi avec le Mini 5 Pro. hein. Ah oui, non, mais même un Mini 5 Pro,
quand on voit ce que ça sort. Mais j'ai testé même d'autres drones. On peut prendre des plans, un Avata par exemple, chez DJI, qui est un petit drone FPV. Quand on voit ce que ça sort en qualité d'image, ça n'a pas à rougir de ce que sortent les drones de qualité supérieure. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début qui est quand même super important. C'est qu'il appartient à une certaine catégorie ouverte, le Mini 5 Pro. Alors, le Ce qui Mini n'est pas le 5, cas ouais, c'est un du C0. Mavic 4 Pro. Voilà, Alors là, non, mais effectivement, comme c'est le quand même- souligne un peu Benjamin, il y a différentes catégories pour les drones qui sont liées au poids, en fait, on va dire, du drone. Là, on parle, l'Actus et le Mini 5 Pro, c'est un drone de catégorie 0. C'est-à-dire que la seule obligation de son propriétaire, c'est de s'inscrire sur le site Alpha Tango et de déclarer son drone. Point barre. Il n'a pas besoin de passer l'examen de base ou l'examen 1 et A3 pour voler avec des drones de plus grosse catégorie. N'importe qui peut voler avec ce drone, mais il faut s'enregistrer sur le site Alpha Tango. Voilà. Alors, la législation qui encadre l'utilisation des drones en France, elle évolue tout le temps, constamment. Et a priori, d'importants changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2026. On s'est entretenu avec le formateur et télépilote Pierre-André de la société Droni. Il nous explique ce qui risque de nous arriver. Alors, pour dire vrai, la réglementation européenne, du coup, se met en place depuis 2021 et on arrive à la fin de la période de transition, justement fin 2025, avec la mise en place du règlement européen pour tout le monde au 1er janvier 2026. Et donc, on a déjà pas mal de choses qui se sont mises en place et qui vont se finaliser dans les mois qui viennent. On a encore quelques textes de loi en France qui doivent être mis à jour, qui sont des petits points noirs justement là actuellement sur la mise en place totale et l'harmonisation avec les autres pays européens. Mais donc, ce qu'il faut voir, c'est que la nouvelle réglementation, elle est basée sur un niveau de risque et non plus comme l'ancienne réglementation qu'on pouvait connaître sur une distinction entre des usages professionnels et des usages de loisirs. Donc, par rapport à ça, on va avoir des niveaux de risque. Donc, on parlera de la catégorie verte et de la catégorie spécifique principalement, qui correspondent au niveau de risque que notre vol va générer en fonction du poids du drone, en fonction de la distance à laquelle on est des personnes. Donc, pour des usages plutôt orientés loisirs, on va principalement aller sur des machines relativement légères, les niveaux de formation vont être assez cool, même plus cool dans certains cas que ce que l'on pouvait avoir dans la réglementation nationale. On peut, avec un drone très léger comme la gamme Mini, qui est la plus représentée dans le cadre des usages de loisirs, on peut, avec un Mini, commencer à voler pour le plaisir et même exercer professionnellement avec son drone sans forcément avoir de formation ni théorique ni pratique. On va simplement être limité à des usages avec des risques faibles, donc loin des gens. On va pas pouvoir voler dans les espaces publics, par exemple, tout ce qui va être les parcs publics, les vols en agglomération, tout ça seront impossibles. Et quand on va vouloir aller plus loin, et donc par exemple utiliser des drones plus lourds comme la gamme Mavic, là on va avoir des formations d'abord purement théoriques, puis théoriques et pratiques, qui au fur et à mesure nous permettront de gagner en compétences et donc de pouvoir aller sur des risques plus élevés jusqu'à faire voler des drones dans les agglomérations, vraiment dans les rues, avec les déclarations qui vont bien toujours, hein, on n'oublie pas, il faut vérifier les autorisations pour le ciel, vérifier, faire les déclarations pour les préfectures, ce genre de choses. Donc là, plutôt orienté pour des professionnels. Mais comme on disait, étant donné qu'il n'y a plus de distinction entre loisirs et professionnels, tout va se baser sur le niveau de formation du pilote et sur le drone qui va être utilisé. Alors, on comprend bien qu'avec un modèle comme le Mini 5 Pro, hein, dont on parle depuis le début de cette émission, finalement, on n'a pas besoin de formation particulière, hein. On rentre dans cette fameuse catégorie du peu de risque, finalement, des vols. Toi, tu conseilles malgré tout, même si on ne va pas sur des situations à risque, comme l'explique Pierre-André, de se former? Et si oui, qu'est-ce qui s'offre à nous? Je dirais que déjà Pierre-André a vraiment parfaitement résumé un petit peu le contexte actuel, notamment en termes de législation, où il y a de très très grosses évolutions. On arrive justement à la finalisation de cette réglementation européenne. Pour en venir à la formation, même si effectivement un petit drone comme le Mini 5 Pro, puis même les plus petits, hein, se manipulent de manière très 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 simple,
je dirais quand même que se former et s'entraîner reste quand même quelque chose d'essentiel si on veut voler proprement. Déjà, se faire plaisir et voler bien, je pense qu'une formation n'est pas idiote. Pour ça que je suis très content de voir arriver les simulateurs dans certaines radiocommandes. J'espère que ça va se généraliser à l'ensemble de la gamme. Ça serait quand même plutôt bien. Parce que je dis, on peut voler et on peut casser sans casser. Ça, c'est plutôt bien. On parlait du Mini 5 Pro, qui est effectivement un drone en C0, qui peut évoluer en C1. Donc, et du reste, il est fourni avec des étiquettes. Il est à la base Alors C0. C1, c'est drone compris entre 250 et 900 grammes Voilà. à l'heure actuelle, mais si on comprend bien, tout ça va donc Alors, tout ça va encore changer. évoluer. Donc, voilà, il faut, je pense que quand on s'intéresse un petit peu au drone, même si c'est pour du loisir, il faut quand même un petit peu s'interroger sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. La formation, je reviens dessus parce qu'Arthur me questionnait dessus. Je pense que ça reste important. C'est pas obligatoire avec un Mini 5 Pro, même les plus petits. Mais je pense que c'est plus safe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise bien son appareil, bah, on est entre guillemets moins dangereux pour soi et pour les autres. Même si on vole dans son jardin. Hein, ta belle maman qui arrive, bon, sauf si tu fonces volontairement dessus, ça serait dommage qu'il t'échappe et qu'il lui tombe sur la tête. Parce que même un petit drone comme le Mini 5 Pro, mais même encore plus petit, ça peut vraiment faire très très mal. Donc, maîtriser son engin, c'est comme une voiture. Une voiture, moi j'ai commencé à conduire quand j'étais jeune, j'avais pas mon permis, mais ça aurait été complètement dingue que j'aille sur la route. Si je n'avais pas tous les rudiments, si j'avais pas été formé à conduire, bah voler qu'un drone, je pense que ça relève un petit peu de la même logique. Et toi, en tant que pro, comment tu les vois, ces évolutions à venir qu'a très bien détaillé Pierre-André? Bah, en tout cas, j'espère qu'effectivement, alors, ce qui va grandement changer, effectivement, il l'expliquait tout à l'heure, c'est le distinguo entre professionnel et drone de loisirs, ce qu'on pourra faire ou pas, voler en ville, pas en ville, et tout ça va énormément évoluer pour le bien de tout le monde. Donc ça, je dirais, quelque part, c'est bien. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui prônent quand même, non pas, moi, j'y veux pas que ça soit la schlag, de la fermeté, etc., mais qui est quand même un cadre qui permette d'éviter des accidents, je dirais, avec un drone. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai vu des photos d'accidents avec des hélicos à l'époque. On ne parlait pas encore de drone, hein. Moi, j'en veux pour exemple notre drone, nous, qui avait des pales qui faisaient pratiquement 3 mètres hein, d'envergure, des pales en titane. Moi, j'ai vu ce que donne un coup de pale dans la tête de quelqu'un. Euh, ben, un drone peut faire, je dis pas aussi mal que ça, mais peut faire très très mal. Donc, voler safe et formé, c'est un passeport pour, je dirais, un petit peu plus de tranquillité. Je dirais pour tout le monde, hein, pour le pilote, etc., etc. Bon, maintenant qu'on en sait plus hein, sur ces fameux objets volants identifiés, on va essayer de voir les différentes solutions qui s'offrent à nous en termes d'équipement. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Christian Cromarias de la boutique spécialisée Camara Cournon, qui est située au 17 rue Sarliève à Cournon d'Auvergne. Il nous donne sa sélection produit pour un premier drone avec un budget maximal et tout compris autour de 1 000 €. Alors le profil des utilisateurs et donc des acquéreurs pour notre boutique, au départ, il était plus un profil d'utilisateur un petit peu pointu, un petit peu tech, un peu nerd, qui savait ce qu'il achetait directement parce qu'on n'avait pas l'avantage de pouvoir faire des démos de produits. Maintenant, il faut savoir que par le biais de notre enseigne et puis par le biais de la marque avec laquelle on travaille de plus en plus souvent, on a l'avantage d'avoir des produits de démo et beaucoup de clients qui sont pas rassurés de base à se dire: «Bon, j'y arriverai pas» et cetera. Ils imaginent plus un produit de modélisme qu'un produit de prise de vue, nous demandent de leur faire des démos et on fait ça avec grand plaisir et ça nous permet de remporter énormément de ventes, de ce type de clientèle qui n'aurait pas acheté le produit tout seul de son côté. Je pense que la plupart des consos qu'on a qui s'équipent d'un drone chez nous, c'est, le point de vue qu'ils recherchent. C'est un point de vue inédit, c'est une approche complètement différente et nous, dans le but, c'est plutôt de faire des produits des prises de vue. Mais nous, l'essentiel de notre clientèle est plus sur des gens qui vont nous parler de qualité, de dynamique, d'appareils qui puissent faire du RAW ou du D-Log pour faire de la vidéo. Il y a plusieurs types de produits que j'aime beaucoup chez DJI. Même un petit DJI Neo, je trouve ça mais vraiment super sympa pour avoir une première approche
proche d'un drone. Il est tout caréné, on peut jouer avec les enfants. Il a du suivi automatique. On peut acheter un kit FPV avec des lunettes. On s'amuse. C'est entre le modélisme et la prise de vue, je trouve vraiment ce produit hyper quali. Après, si j'avais un conseil à donner pour ma clientèle, mon noyau de clientèle qui est plutôt photo, vidéo, le Mini 5 Pro coche vraiment toutes les cases dans un budget comme celui-ci, puisqu'on a un capteur d'1 pouce pour la première fois sur un modèle ultra compact. Pour l'occasion, je dois avouer que l'occasion avec ces marques-là qui sont dans un concept de fuite en avant, j'ai toujours peur parce que j'ai toujours peur qu'on ne puisse plus fournir de batterie. On ne peut pas avoir de batterie compatible sur les drones. On peut peut-être pas avoir d'hélice plus rapidement. Et pour le magasin Phototrot que je suis, qui arrive encore à vendre des objectifs qui peuvent avoir 20, 30 ans et être toujours compatibles via des bacs sur des hybrides dernier cri, ça m'irrisse toujours un petit peu le poil. Bon, bah DJI ou DJI, hein, il n'y a pas vraiment Non, je t'arrête. d'alternative. Hein. Si, il y a DJI aussi. Non, mais là, je pense que la situation, effectivement, était plutôt bien résumée. Alors, effectivement, comme tu dis, hein, il y a DJI et DJI. Mais effectivement, il y a quand même toute une gamme de produits qui permet, selon le budget et puis l'envie de ce qu'on a envie de faire. Bah, c'est ça. Comment tu pourrais nous expliquer peut-être très rapidement je veux dire, la différence entre les modèles Mavic Pro, les modèles Mavic Air, le Mini Pro. Enfin, c'est pas. Et c'est surtout maintenant que le 1 pouce est dans la gamme mini, parce qu'il y a un moment, on pouvait Alors, dire. c'est pas Mavic Air, c'est Mavic, la gamme Air, la gamme Mini, etc. Bon, bah, etc. explique-nous. Alors, on va partir par le haut. Mavic Pro, le 4 aujourd'hui, Mavic 4 Pro. Je pense qu'il n'y aura pas de Mavic 4. Aujourd'hui, ça va être Mavic 4 Pro, Mini 5 Pro, R3S, parce qu'il n'est pas R3 Pro pour l'instant. Là, on est sur le haut du panier de. Capteur 4 tiers. Capteur 4 tiers, capteur 1 pouce. Hein, sur le R3S, c'est un capteur 1 pouce. Plusieurs Là, blocs. Là, c'est bi-objectif, si je me rappelle bien. On a 3 optiques sur le Mavic 4 Pro. Voilà. Les grosses différences vont se situer à ce niveau-là. Jusqu'au Mini 5 Pro, moi, je me dis que c'est vraiment du matériel qui, selon le besoin du professionnel, c'est bien adapté aux besoins. Moi, je sais qu'aujourd'hui, un Mini 5 Pro, en prise de vue, pour moi, professionnelle, je pourrais m'en contenter pour beaucoup de choses. Après, évidemment, pour aller plus loin, on monte en gamme R3S et Mavic 5 Pro, parce que là, on a la possibilité de vrais zooms, enfin de vraies optiques, et non pas des zooms numériques. Le Mini 5 Pro, c'est un zoom numérique, quoi qu'on puisse dire. Ensuite, tout est question de budget aussi, bien entendu. Hein. On a vu que le Mini 5 Pro qui vient d'être lancé aujourd'hui dans sa config de base est en dessous des 1 000 €. Dans sa config Flymore, avec je ne sais plus quelle radiocommande, mais il est à 1200, je crois, un truc comme ça. Entre guillemets, ça reste encore, même si c'est pas donné, hein, mais ça reste encore abordable par le grand public. Après, quand on monte sur du R3S et du Mavic 4 Pro, dans les bundles Flymore, moi, ce que je recommande de toute façon, c'est avoir plusieurs batteries. Parce que si on va voler uniquement, même si on a 50 minutes avec un Mavic 4 Pro, 50 minutes, c'est que 50 minutes finalement. Quand on a 3 batteries de 50 minutes, on est quand même peinard, on est quand même tranquille. Et c'est vrai donc pour tous les kits à base de 3 accus. Après, il y a un problème qui était soulevé sur le matériel d'occasion tout à l'heure, même si moi je me dis que pour débuter, on peut trouver du matos d'occasion, ça reste intéressant. Et sur certaines gammes, je vois le Mini 5 Pro par exemple, est compatible. Il y a une compatibilité et il peut récupérer les batteries du Mini 4 Pro par exemple. On n'a pas la même autonomie, c'est plus le même poids non plus, parce que c'est pas. Faut faire attention donc justement à la législation par rapport à ça. Mais effectivement, il a raison d'attirer l'attention sur le fait que quid effectivement des batteries, des pièces, etc., que le magasin pourra fournir. Alors il y a une législation en France qui impose un suivi sur 10 ans théoriquement pour du matériel qui est vendu sur le territoire. Qu'est-ce qu'il en sera vraiment? Est-ce que le DJI Care Refresh Care Refresh tiendra bien la distance sur ces 10 ans? Moi, j'ai jamais cassé de fantôme, donc j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quand même cette sécurité-là par rapport à la loi française. Maintenant, en toute franchise, moi qui ai l'habitude de m'en servir, et qui ai l'habitude, là je dirais avec mon propre matériel photo, moi je saute en général 2 générations de boîtiers par exemple. Mes optiques, c'est plus pérenne. En drone, on n'achète pas forcément le dernier qui vient de sortir. Donc, même si le Mini 5 Pro vient de sortir, le Mini 4 Pro, c'est toujours pas un clou. Et même le Mini 3 qui était avant, ça reste des drones intéressants et finalement pas chers.
Et là, on parle des batteries, donc parmi les accessoires importants. Est-ce qu'il y en a d'autres que toi, tu vas privilégier, comme des filtres ND, par exemple, les Alors, hélices, est-ce que tu vas prendre un pack avec des hélices de rechange? Est-ce que ça alors vaut vraiment le coup? Parce que le les DJI drones, avec un ouais. refresh a l'air performant. Alors les hélices, il y a toujours un kit d'hélices en rab qui est fourni dans tous les drones. Enfin, je parle en tout cas pour le Mavic 4 Pro, les Ça veut dire quoi? R3S, Faut les etc. changer souvent? Faut inspecter leur état? Il faut, ça fait partie des règles de sécurité. Avant de voler, on check son drone. C'est-à-dire que je mets pas la batterie et je l'envoie. Je vérifie si mes hélices sont bien fixées. Alors là, le Mini 5 Pro, enfin, on peut les déclipser. Il n'y a pas besoin de tournevis. Quand on l'oublie, c'est la vraie galère. Justement, si on casse une hélice. Mais oui, on doit checker toujours son matériel. C'est un prérequis pro, évidemment. Mais j'estime que ce prérequis, la sécurité, elle vaut pour tout le monde. Donc, on check son drone, on vérifie les hélices, on vérifie l'état des batteries. Moi, c'est en checkant que je me suis rendu compte que j'ai une batterie du R3S qui est morte. J'aurais pas checké, je partais avec 3 batteries, tranquille, je pensais bien avoir chargé en fait, j'en avais une qui était morte. Bon, ça pas eu d'incident, c'était du test, mais voilà, ça, c'est des choses qu'il faut bien observer. L'histoire des filtres, effectivement, c'est intéressant aussi Oui, parce que quand on peut pas faire varier le diaphragme, par exemple. c'était quand on est au max du temps d'obturation et du diaph, on est content d'avoir des filtres neutres. Alors par contre, ce qu'il faut faire bien attention aussi, c'est le rajout de poids. Parce qu'on peut accessoiriser un drone. On peut lui rajouter des patins supplémentaires. Moi, je me suis amusé. J'ai testé, c'était avec le Mini 4 Pro, quoi. J'avais testé des patins avec des flotteurs pour le poser sur l'eau. Non, mais ça marche très bien, sauf que je suis plus en classe C0. J'ai augmenté le poids de mon drone. Et du coup, il se recalibre? Ou ça se passe comment? C'est Je un peu perds théoriquement de l'autonomie, limite. il est plus lourd. Et lui, il sait pas qu'il y a ça. Lui, il part comme il est Mini 4 Pro. Il sait pas tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut aussi un petit peu faire attention. Alors, dans un cadre privé, tu voles dans ton jardin, t'as pas trop de risques s'il y a une galère. Mais comme moi, tu voles moi, c'est des sites entre guillemets publics, même s'il n'y a pas grand monde, hein, mais c'est des anciennes gravières. Il y a des superbes plans d'eau, etc. C'est très beau pour les images. Si j'ai une galère avec mon drone parce que j'ai surchargé, je lui ai mis trop de poids par rapport à ce qu'il est censé être, c'est pour ma pomme. Même en question d'assurance, moi j'ai une assurance professionnelle en tant que photographe, si j'ai outrepassé quelque chose, qu'il y a un contrôle qui se fera automatiquement, oui, mais ton drone, il n'était plus dans les règles, il n'était plus dans la norme. Donc voilà, je pense que tout ça, j'en reviens toujours à ce que je dis, la sécurité des vols, c'est important. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, pour ces innombrables conseils et informations que tu as partagés avec nos auditeurs.